Donc, bonjour à tous, merci François. Donc, aujourd'hui, on va parler de la programmation asynchrone en Python et notamment de la librairie Async.io. C'est dans la continuité, je pense, de présentations qui ont déjà été faites au Links avant, notamment, je pense, à Sébastien, si je ne me trompe pas, qui a fait la fin de l'année dernière une présentation sur les threads et peut-être aussi les process en Python. Je n'étais pas là. Et c'est une autre façon de faire de la programmation concurrente slash parallèle en Python. Donc, dans la présentation, je vais d'abord montrer une overview, ensuite montrer un peu comment ça fonctionne derrière, et puis après, je montrerai des cas plus pratiques d'utilisation. Donc, je vais cacher ça. Donc, classiquement, quand on veut exécuter plusieurs tâches sur un CPU, le modèle d'exécution classique, c'est séquentiel. On a une tâche qui consomme tout le CPU, qui fait un calcul, et puis une fois que cette tâche est finie, la tâche suivante s'exécute. Une façon alternative de faire, c'est une exécution concurrente. Alors, il y a plusieurs définitions de concurrente et parallèle en informatique. Pour les besoins de l'exposé, je vais prendre cette définition-là. Le modèle d'exécution concurrent, c'est une tâche peut interrompre une autre pour s'exécuter et on peut partager le temps entre les tâches de cette façon. Donc, c'est ce qui fait que sur un ordinateur, même avec un seul processeur qui est capable d'exécuter une seule tâche à la fois, on peut avoir un semblant d'interactivité en changeant très rapidement entre les tâches. Mais fondamentalement, ça n'accélère pas l'exécution du programme, puisque si on a un seul CPU qui peut exécuter une seule tâche, le temps total sera le même qu'avec une exécution séquentielle. Et enfin, si on avait plusieurs CPU, on pourrait exécuter deux ou plusieurs tâches en parallèle, et dans ce cas-là, le temps d'exécution serait réduit. Maintenant, si nos tâches, deux tâches ici, A et B, ne sont pas des tâches qui consomment du CPU à 100% en permanence, mais plutôt font un peu de calcul, puis ensuite font une opération d'entrée-sortie. Donc, une opération d'entrée-sortie, ça peut être télécharger un fichier sur le réseau, envoyer un fichier sur le réseau, sur le disque, attendre une horloge, par exemple, dire on attend N secondes avant de continuer l'exécution du programme, etc. Pendant ce temps, dans le modèle d'exécution classique, qui est le modèle bloquant, où les opérations entrée-sortie sont bloquantes, le processeur passe son temps à attendre. On va par exemple regarder à chaque itération, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est fini, et quand c'est fini, on continue l'exécution du programme. Donc c'est le modèle classique parce que c'est enfin, du moins le modèle le plus courant en programmation parce que c'est le plus simple à raisonner et le plus simple à implémenter, mais ce n'est pas forcément efficace puisque on pourrait, pendant qu'on fait cette opération d'entrée-sortie où le processeur est libre, exécuter une autre tâche à ce moment-là et puis reprendre l'exécution de la tâche précédente quand l'opération d'entrée-sortie est terminée. Donc, fondamentalement, une opération d'entrée-sortie, il y a un calcul qui est effectué quelque part. C'est un autre ordinateur, un autre thread sur la machine, etc. En tout cas, ce qu'on veut, ce n'est pas bloquer le processus courant avec cette opération d'entrée-sortie. Donc, l'exemple, et je vais expliquer après comment ça fonctionne, mais juste en teaser. Donc, si on prend les deux modèles d'exécution, donc avec des entrées-sorties bloquantes en Python, on peut avoir une fonction qui affiche un message, qui attend une seconde et qui affiche un autre message. Maintenant, si on exécute cette fonction deux fois de suite, comme on peut s'y attendre, on affiche d'abord le résultat de la première fonction. Donc ici, hello, on attend une seconde world. Puis ensuite, hello, on attend encore une seconde world. Donc ça, c'est séquentiel et toutes les entrées et sorties. Donc ici, le fait d'attendre une horloge, c'est bloquant. Maintenant, avec la programmation asynchrone en Python, on peut, donc je vais expliquer les mots-clés juste après, mais en définissant une fonction où les opérations d'entrée-sortie sont non bloquantes, si on exécute
les deux tâches l'une après l'autre, on remarque que les deux tâches s'exécutent de façon concurrente. Donc ici, on a bien un seul processus, un seul thread, Python, mais on a d'abord 2 fois hello qui s'affiche, puis ensuite, une seconde après, 2 fois world. Donc, ce qui veut dire que pendant que la premier appel à hello attendait une seconde, le deuxième a pu s'exécuter, etc. Donc, assez simplement, on peut exécuter plusieurs tâches en concurrence et gagner du temps pour peu que ces tâches-là n'utilisent pas du CPU, mais attendent quelque chose d'externe. Donc, alors comment ça marche? Parce que ça peut paraître un peu magique. On a notre fonction hello, et en fait, si on appelle cette fonction, donc là, c'est une fonction hello asynchrone, si on appelle cette fonction, il ne se passe rien. Il n'y a aucun code qui est exécuté. On remarque qu'on n'a même pas imprimé le premier message hello. Il n'y a aucun code qui est exécuté et on voit que ça nous retourne un objet coroutine. Alors, j'ai repris la définition de Wikipédia puisqu'elle est exactement ce qui se passe en Python. Wikipédia nous dit que des coroutines, ce sont des subroutines, donc un ensemble d'instructions, des fonctions qui peuvent être mises en pause et reprises pour faire du multitasking non préemptif. Donc, non préemptif, ça veut dire que la fonction, elle n'est pas interrompue à n'importe quel moment, mais à des moments bien définis. En l'occurrence, on va le voir après, les moments où ici, on met le mot-clé await. Donc, la fonction décide quand elle est mise en pause et elle peut être reprise. Donc, de façon bas niveau, ce qui se passe Enfin, je voudrais insister sur le fait que ça, c'est vraiment le cœur de ce qui permet la programmation asynchrone en Python. C'est vraiment le fait d'avoir des fonctions qui peuvent être mises en pause et reprises. Et notamment, si vous connaissez les générateurs en Python, historiquement, la programmation asynchrone en Python, c'était implémenté avec les générateurs, puisque les générateurs, c'était des fonctions qui pouvaient être démarrées et mises en pause avec le mot-clé yield. Donc ici, le mot-clé, c'est await. Ça a été remplacé déjà pour éviter la confusion entre générateur et fonction asynchrone, parce qu'il y a quelques différences, et également pour permettre, et j'en parlerai après, d'avoir des syntaxes comme async for, async with, etc., qui n'étaient pas possibles avec le mot-clé yield. Mais si vous êtes familier avec les générateurs en Python, c'est très similaire. Donc, bas niveau, qu'est-ce qui se passe? On appelle notre fonction hello asynchrone, rien ne s'exécute, mais ça nous retourne un objet coroutine. Pour démarrer l'exécution de cette fonction, l'objet coroutine a globalement 2 méthodes, une méthode send et une méthode throw. La méthode send, ça reprend, soit ça démarre la coroutine, soit ça reprend l'exécution là où elle s'arrêtait, et la méthode throw, ça lance une exception à l'intérieur de la coroutine, donc notamment qui peut permettre de l'arrêter si on veut l'arrêter. Donc, on crée notre coroutine, on appelle coroutine.send. Alors, il faut passer none, c'est un peu un artefact de l'époque où c'était implémenté avec des générateurs en Python. Donc, il ne faut pas trop se préoccuper de ça, mais on appelle coroutine.send. Et à ce moment-là, on a bien démarré la fonction, on a affiché hello, mais à ce moment-là, on a récupéré la main dans notre interpréteur Python. Le programme, l'exécution du programme n'est pas bloqué. Donc on affiche hello et on récupère le contrôle au moment où il y a await. Donc ce await, ça redonne le contrôle à l'interpréteur Python et la fonction est mise en pause. Donc quand on fait ça, on récupère un objet futures alors ça s'appelle future parce que ça représente le résultat potentiel futur d'une opération. Donc, là, l'opération, c'est attendre une seconde. Et quand on récupère cette future juste après l'avoir exécutée, voilà. Donc là, si on regarde moins d'une seconde avant, il nous dit que c'est pas terminé. Et si on regarde par contre une seconde après, il nous dit OK,
l'opération est terminée, et là, on peut reprendre l'exécution, donc en refaisant coroutine.send, et là, on reprend l'exécution après là où on s'est arrêté, et on va afficher Word. Une fois que l'exécution d'une coroutine est finie, la coroutine, la fonction send lance une exception stop iteration. Donc, encore une fois, ça, c'est un artefact de l'époque où c'était défini avec des générateurs. Et là, on sait que c'est fini. Donc, on pourrait se dire, on peut implémenter assez facilement une forme de programmation concurrente en Python avec les fonctions asynchrones. On pourrait faire une boucle while true, qui fait coroutine.send pour avancer l'exécution de la coroutine. Si elle récupère une feature qui attend que la feature soit terminée, en attendant qu'elle soit terminée, elle peut exécuter d'autres coroutines. Et puis, dès qu'elle reçoit une exception stop iteration, elle arrête d'exécuter cette coroutine puisque c'est terminé. Mais bon, on ne va pas s'amuser à faire ça à la main. Et le mécanisme qui gère tout ça automatiquement en Python, c'est les event loops. Donc, la event loop, c'est une sorte de scheduler qui va gérer à la fois les fonctions asynchrones, les callbacks, je vais le montrer, les opérations réseau, on va en parler aussi, et également des subprocess. Donc, globalement, c'est une boucle while true qui, à chaque itération, récupère une opération qui peut être exécutée, donc qui n'est pas en attente de quelque chose, qu'il exécute. Si cette opération retourne une feature qui met cette feature dans une file d'attente, puis à chaque itération, ça regarde est-ce que une feature est finie, je peux reprendre l'exécution d'une coroutine, etc. Par défaut, il y a une event loop par thread en Python, mais ça peut être customisé. Alors, c'est assez avancé. Je n'ai pas vraiment d'exemple de pourquoi on voudrait faire ça, mais potentiellement, pour avoir plusieurs event loops par thread, c'est personnalisable. Et on peut également utiliser d'autres event loops. Donc, Python fournit une implémentation d'une event loop par défaut. Mais si on veut s'intégrer avec une librairie qui propose déjà une event loop, notamment la librairie Qt pour faire des interfaces graphiques, qui est codée en C++ et qui a déjà une event loop, c'est possible de remplacer la event loop par défaut de Python avec une autre event loop. Donc là, j'ai pris une autre fonction qui attend une seconde et qui retourne une valeur. C'est un peu similaire à la fonction d'avant, sauf qu'au lieu d'afficher un message, je retourne une valeur. Et plutôt que de faire ce que j'ai montré avant, donc à la main, de faire coroutine.send, etc., qui est ce qui est fait en background par la event loop, autant se servir de la bonne façon, c'est de se servir de la event loop en Python. Donc, alors il y a deux façons de faire. Soit on peut appeler directement les méthodes de async.io, async.io.createTask, ou les autres méthodes dont je vais parler après. Mais là, pour vous montrer un peu plus bas niveau, on peut appeler async.io.getRunningLoop, ce qui nous donne la event loop pour le thread courant dans lequel le code s'exécute. Et ensuite, cette event loop a une méthode createTask qui prend en paramètre une coroutine et qui va donc scheduler la coroutine. Donc, il va commencer l'exécution de la coroutine. À chaque fois que la coroutine rend le contrôle à l'event loop avec un await, elle va récupérer la future correspondante, attendre que la future se termine, etc. Donc là, on a notre fonction. On la schedule avec loop.createTask. Si on regarde juste après, task.done, elle n'est pas terminée puisqu'elle est en train d'attendre une seconde. Mais si on regarde un peu plus tard, task.done, elle true, et on peut la fonction result pour récupérer le résultat de la coroutine. Si on va trop vite, si on récupère le result avant que la tâche soit terminée, on a une erreur, result is not set. Et également, on peut annuler une tâche en cours avec cancel. Et dans ce cas-là, si on récupère le résultat, on a une erreur cancel error. Donc, ce que je ne montre pas là, mais c'est que les futures, donc par exemple, quand on a la futures qui correspond à async.io.sleep, fondamentalement, ça, par exemple, un sleep, ça va être implémenté. Il faut qu'il y ait nécessairement quelque chose dans l'ordinateur qui implémente le fait d'attendre une seconde sans bloquer l'exécution. Donc ça, Python ne s'en préoccupe pas trop. C'est surtout géré par le système d'exploitation, par exemple avec des interruptions du processeur, etc., qui vont signaler au noyau, bon, bah, n secondes se sont écoulées,
puis le noyau qui va signaler au programme Python qu'une seconde sont écoulées, etc. Donc, c'est pareil pour les appels réseau. Si on télécharge, qu'on fait des appels réseau, qu'on fait des entrées-sorties sur un socket, fondamentalement, il faut qu'il y ait un mécanisme au niveau de la machine et du système d'exploitation pour signaler la fin d'une opération d'entrée-sortie. Donc ça, on ne s'en préoccupe pas trop. C'est des détails vraiment bas niveau. Mais voilà, ça dépend de l'existence de ces mécanismes pour avoir cette concurrence. Si les entrées-sorties étaient bloquantes au niveau de la machine, tout serait bloquant. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée fondamentale de programmation asynchrone en Python. Donc c'est définir une fonction avec async def. Donc, au lieu que la fonction s'exécute directement, ça nous donne une fonction qui génère une coroutine. Et puis, à chaque fois que la fonction appelle await, la fonction est mise en pause à ce moment-là et elle rend le contrôle à l'event loop à ce moment-là. Alors, il y a également tout un tas de fonctions qu'on peut appeler sur les event loops pour faire le parallèle avec d'autres langages. Donc, par exemple, avec JavaScript, on a une fonction loop.callLater qui prend en paramètre une fonction, un callback et un délai. C'est exactement la fonction setTimeout en JavaScript. Donc je fais le parallèle avec JavaScript parce que JavaScript, c'est un langage où tout est asynchrone de base, qui est basé sur une event loop, alors que Python, la event loop est rajoutée. On n'est pas obligé de faire de la programmation asynchrone, mais dans JavaScript, c'est assez fortement ancré dans le langage. Donc on peut faire, c'est pas forcément une bonne idée de faire ça, mais on peut faire comme en JavaScript, scheduler une fonction pour tourner une seconde plus tard. Et si j'appelle ça, pendant ce temps-là, l'exécution de mon programme Python dans mon thread n'est pas bloquée. Mais une seconde après, j'ai le callback qui est appelé. On peut également, donc, le modèle qui est retenu en Python pour la programmation asynchrone, c'est de faire, c'est await, c'est-à-dire que dans notre fonction, on pourrait par exemple avoir une autre fonction asynchrone qui retourne par exemple, si on fait une fonction ajouterait de nombres, on pourrait très bien récupérer le résultat, faire quelque chose comme ça et dire attends que cette fonction est ajoutée et récupère le résultat. Donc ce modèle c'est un modèle où il n'y a pas de callback, ou du moins il n'y a pas de callback apparent dans le code, puisque en JavaScript, on aurait quelque chose du genre add 1, 2, et là, il faudrait passer un callback qui ferait print x. Le problème avec ça, c'est que si là-dedans, on appelle encore une autre fonction, par exemple encore la fonction add, avec deux autres nombres, par exemple, et il faudrait encore définir un callback, etc. Donc, c'est un peu ce qu'en JavaScript, ils appellent le callback hell, c'est qu'il y a une imbrication de callbacks les uns dans les autres et que le code n'est pas trop clair. Donc, ce qui est plutôt fait en Python, c'est ce modèle avec async-def et await qui évite d'imbriquer des callbacks. Puisque là, si on voulait rappeler add après, on pourrait refaire x égale 2, par exemple, et c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus clair. Voilà. On peut faire, comme ce que je viens de montrer, des callbacks comme en JavaScript si on veut. On peut créer notre créer notre coroutine et la scheduler et ajouter un callback qui dit que quand cette coroutine est terminée, appelle cette fonction avec la tâche correspondante à la coroutine. Donc, si on exécute ça, on exécute la fonction, on a toujours le contrôle sur le programme Python et quand la coroutine est terminée, ça nous appelle le callback. Sachant que dans la documentation Python, ces deux fonctions sont définies dans l'API async.io bas niveau et il n'y a pas... L'existence de ces fonctions, c'est plutôt pour s'intégrer avec des librairies codées dans un autre langage existant qui utiliserait des callbacks.
ou pour créer des futures bas niveau, mais en pratique, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser ces fonctions, ce n'est pas forcément recommandé. Et enfin, une autre fonction qui peut être utile, c'est wait for, qui prend en paramètre une coroutine et qui soit retourne le résultat si elle s'est exécutée dans un temps imparti, sinon retourne une erreur. Annule la coroutine et retourne une erreur. Par exemple, si on met une seconde 5, il n'y a pas de problème, au bout d'une seconde, on récupère le résultat. Et si on mettait 500 millisecondes, on a une erreur, on récupère l'erreur timeout error. Si on veut, si on ne sait pas, par exemple, combien de temps va prendre l'exécution d'une coroutine et qu'on veut attendre un certain temps, et sinon arrêter, ça peut être utile. Voilà. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Maintenant, la event loop, elle s'exécute dans, comme j'ai dit, dans un thread, dans un seul processus et un seul thread Python. Et elle peut exécuter une autre fonction que si cette fonction appelle await à un moment pour rendre le contrôle du flow d'exécution à la event loop. Si on a une fonction asynchrone mais qui appelle jamais await, la event loop va lancer l'exécution de cette coroutine et l'exécution ne va jamais s'arrêter avant la fin de la fonction. Donc, par exemple, ici, j'ai une fonction qui fait un calcul qui prend à peu près une seconde. Donc, c'est une fonction qui est définie asynchrone, async_def, qui, quand je l'appelle, retourne une coroutine, mais qui ne fait jamais await, qui ne rend jamais le contrôle de l'exécution à la event loop. Si j'appelle donc si je schedule cette coroutine et deux fois ma fonction hello, alors, pardon, zoom. Pardon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, on n'a plus d'exécution concurrente. La event loop va d'abord exécuter la fonction CPU intensive, qui prend à peu près une seconde. Et une fois que cette fonction est finie, elle va pouvoir exécuter de façon concurrente la fonction hello. Donc ça, c'est un danger avec async.io, ou la fonction asynchrone en Python, c'est d'avoir une fonction qui bloque l'exécution de la event loop. Une première solution... Excuse-moi, juste une petite question. Est-ce que dans ta event loop, là, tu peux aussi utiliser des fonctions qui ne sont pas définies avec async? Là, par exemple, ta fonction qui n'a pas de await à l'intérieur, imagine que tu les définis avec juste def. Est-ce que ça planterait ou est-ce que ça ferait la même chose? Alors, si je faisais juste def CPU intensive et que je voulais le scheduler, il me dira, il va me dire, Qui veut une coroutine. il veut une coroutine parce que là, ça va. Alors, je pourrais aussi, on pourrait se dire, je lui passe direct la fonction comme ça, mais pareil, il va me dire, il faut que je dézoome, mais là, coroutine was expected. Maintenant, on pourrait très bien avoir une fonction classique qui ferait par exemple ça, et là, appeler. On pourrait avoir ça, mais là, on a le même problème. En fait, on peut appeler des fonctions qui ne sont pas asynchrones depuis une fonction asynchrone, mais ça bloque, ça risque, du moins, si ces fonctions-là, enfin, c'est même pas ça risque, c'est à tous les coups, ça bloque, ça va bloquer l'exécution de la event loop. Ouais. Non, je disais juste ça parce que potentiellement, j'imagine que ça peut t'intéresser dans certains cas d'appeler des fonctions classiques. Ouais. Et du coup, syntaxiquement, tu es quand même obligé de mettre un async quelque part pour créer une coroutine. C'est ça. Et c'est un peu ce qui est critiqué sur cette façon de faire de la programmation asynchrone. Il y a des avantages à utiliser cette syntaxe async await, mais un des inconvénients, c'est c'est qu'à partir du moment où on a une fonction async, et toutes les fonctions qu'il appelle, elles doivent être async aussi. Donc, ça propage un peu dans le code du async un peu partout. Donc, ça peut être un peu... et je vais lui en parler à la fin quand je parlerai, encore du temps, quand je parlerai des librairies, mais il y a un peu une nécessité d'utiliser des librairies async après si on veut justement pas bloquer l'exécution. Et je vais parler aussi des problèmes de performance après parce que c'est pas... On va voir que ça peut nous faire gagner beaucoup en performance si on a effectivement des entrées et sorties qui prennent du temps. Mais dans un exemple comme ce que je viens de montrer là, où on a une fonction qui juste fait des calculs, en Python par exemple, ou même qui appellerait une librairie C qui fait des calculs, il y a un overhead d'appeler des fonctions async. Donc voilà. Ok.
Mais alors, je vais juste remettre ça pour que ce soit plus clair. Alors, une solution pas très propre, mais pour illustrer le principe qui fonctionnerait, ce serait de faire, pareil, notre boucle où ici on fait une somme sur 10 puissance 8, mais de la séparer en plus petites opérations et entre chaque opération, de faire un await avec une fonction qui ne fait rien. Donc, par exemple, ici, on a une fonction asynchrone qui ne fait rien. Donc, par exemple, ici, async.io.sleep de 0. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on va atteindre le await, on va rendre le contrôle à la event loop. Et ça va lui permettre d'exécuter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va lui permettre d'exécuter les fonctions de façon concurrente. Donc ici, on ne bloque plus l'event loop avant de scheduler hello. On va bien faire computing, hello, hello, done, et puis une seconde après, world. Donc ça illustre le principe qu'il faut vraiment que dans les fonctions asynchrones, il y ait un await à un moment pour rendre le contrôle à l'event loop. Et si je reprends le schéma du début, les moments où on passe de A à B, c'est les moments où il y a un await. S'il n'y a pas de await, il se passe le cas séquentiel. Donc, c'est vraiment important. Mais bon, ça, c'est pas très propre parce que déjà, c'est pas pratique, quoi. On ne peut pas s'amuser à découper toutes nos fonctions comme ça. Et puis, un problème, c'est qu'on bloque, vu qu'il y a un seul thread, on bloque quand même le thread. Donc, en termes de... Cette fonction va occuper beaucoup de temps et on ne va pas vraiment... comment dire, si on a que des fonctions qui font que attendre sur le réseau, par exemple, on a un serveur et qui parle avec plein de clients, et puis sur chaque requête des clients, il va chercher des données dans une base de données, etc. Le CPU est quasiment jamais utilisé. Les trois quarts du temps est passé à recevoir des données sur le réseau et envoyer des données ailleurs sur le réseau. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si au milieu de toutes ces fonctions, on avait une fonction qui se mettait à faire des calculs, le risque, c'est que cette fonction bloque toutes les autres, même si elle appelle await de temps en temps. Entre les appels await, elle consomme une part non négligeable du CPU. Donc, je vais montrer une autre solution qui est les threads et les process pools. Alors, ça existe en dehors de Async.io, mais ça, c'est bien intégré dans Async.io. Alors, je vais le montrer dans un terminal parce que les threads, ça marche dans les notebooks Jupyter, dans IPython, mais pas les... Enfin, du moins, c'est un peu galère d'avoir du multiprocessing dans Jupyter. Donc, je vais le montrer dans le terminal. Donc, j'ai un fichier où j'ai ma fonction CPU intensive. Donc là, ce n'est plus une fonction asynchrone, j'ai défini comme une fonction. Est-ce que tu peux essayer de zoomer un petit peu, s'il te plaît? Merci. Plutôt faire comme ça. Donc, j'ai ma fonction CPU intensive. J'ai une fonction asynchrone hello qui fait hello, qui attend 500 millisecondes, puis qui imprime world. Et j'aimerais bien que là, ça s'exécute en parallèle. C'est-à-dire que j'utilise... je ne veux à aucun moment bloquer le flow d'exécution de mon programme et je ne veux pas non plus que la fonction CPU intensive, elle bloque ma event loop. Et donc, ce qu'on peut faire, on peut utiliser un process pool executors du module concurrent.futures. Donc, ça nous donne un indice, c'est que quand on va... c'est que ce process pool, il va, pour chaque fonction qu'on va lui demander d'exécuter dans un processus séparé, il nous retourne une feature. Donc, l'appel à la fonction ici loop run in executor renvoie tout de suite une valeur, ce n'est pas un appel bloquant, et il renvoie une feature qui, comme on l'a vu, est une fonction qui a une méthode, est-ce que c'est fini et quel est le résultat. Donc, ça va envoyer dans un autre processus la fonction CPU intensive qui va s'exécuter, et on va récupérer un objet futures sur lequel on peut regarder est-ce que le calcul est terminé ou pas. Donc ici, dans mon process pool où je lui donne 2 processus maximum, j'exécute 2 fois la fonction CPU intensive, et puis j'exécute aussi, alors ici dans ma event loop du main process, 2 fois la fonction hello. Là, j'ai mes futures, et puis ensuite, ce qui est important, c'est que si là, je mettais rien, si le programme était comme ça, le programme allait se terminer directement, puisque là, toutes ces fonctions-là, elles retournent une valeur, une feature instantanément. Et si je n'attends pas que ces features se finissent, mon programme va se quitter
instantanément. Donc, il n'aura pas le temps d'exécuter. L'interpréteur Python va se terminer et il va kill tous les child process. Et donc, c'est... donc, on peut utiliser, par exemple, la méthode asyncio.wait qui dit bloque tant que bloque l'exécution de la fonction ici main, tant que toutes les futures ne sont pas done, pas terminées. Donc, si je lance... Excuse-moi, est-ce que Ouais. tu sais c'est quoi la différence entre wait et gather déjà? Je sais qu'il y a une petite différence. Mais Ouais, alors c'est que wait, donc effectivement, il y a une autre fonction qui est asyncio.gather. Wait, ça prend en paramètre des futures, donc des coroutines qui sont déjà schedulées et qui sont déjà en train de tourner, alors que gather, ça prend en paramètre des coroutines. En fait, wait, ça prend en paramètre des futures, donc des coroutines déjà schedulées, et gather, ça prend en paramètre des coroutines et ça va les scheduler. Donc, par exemple, si on voulait utiliser gather à la place, alors avec un exécuteur, du coup, on ne pourrait pas, mais par exemple, on ferait, si on voulait juste schedule les deux tasks hello, on pourrait faire asyncio.gather. Alors, il me semble que du coup, ouais, ce serait ça. Ouais. Là, ça les schedulerait, puisque là, juste de l'appeler, ça retourne sur une coroutine, ça les schedulerait, et puis ça attendrait que les deux terminent. Ok. Voilà, et donc si maintenant je lance ce programme, on voit que donc main process, main thread, sur la event loop, on a deux fois la fonction hello qui s'exécute de façon concurrente. Et dans mes deux child process, on a la fonction CPU intensive qui s'exécute donc en parallèle, pour le coup, qui ne bloque pas l'exécution de la event loop, puisqu'on voit que world continue à s'exécuter, et puis j'ai done. Et là, il n'y a rien qui est bloquant à aucun endroit, puisque le temps total d'exécution, c'est 1 seconde. Cette fonction prend à peu près 1 seconde. Et cette fonction prend 500 millisecondes. Donc, hello 300. Donc, c'est ça, il y a 500 millisecondes entre hello et world. Hello et computing commencent au même moment, et entre computing et done, il y a 1 seconde. Donc il n'y a rien qui est bloquant. Et on peut bien vérifier qu'il y a plusieurs processus. Donc, si par exemple, ici, je mettais puissance 9 et que je regardais l'utilisation CPU, j'ai bien mes deux processus Python qui consomment autres, donc les deux spawn process ici, 1 et 2, qui utilisent 100% du CPU en parallèle du processus principal. On pourrait également utiliser un thread pool exécuteur pour créer des threads à la place de créer des process, mais comme vous le savez sûrement, alors, on va mettre... ça c'était pas malin, je vais mettre... je vais mettre, pas 10 puissance 9, mais 10 puissance 8. Ici, j'ai plus des process, mais j'ai des threads. Mais comme vous le savez sûrement, le problème des threads en Python, c'est que si on fait que des calculs en Python, il y a une mutex globale, une lock globale au niveau de l'interpréteur Python qui fait qu'on n'a pas vraiment d'exécution concurrente. La fonction Python qui s'exécute dans un autre thread d'un même processus de l'interpréteur va bloquer tous les autres threads de ce même interpréteur. Ce n'est pas forcément vrai si dans cette fonction, on appelle par exemple du code C ou du code qui fait des entrées-sorties, mais en l'occurrence, ici, on a du code pur Python qui fait un calcul. Et on voit que du coup, c'est bloquant. On a bien on a un thread qui prend... donc les deux commencent en même temps, mais il y en a un ils vont tous les deux monopoliser les ressources. Donc au lieu de prendre 1 seconde en parallèle, ils vont prendre 2 secondes. Et puis ensuite, on a en 500 millisecondes les deux fonctions hello et world qui s'appellent. Donc au choix, thread pool ou process pool, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez des fonctions qui consomment beaucoup de CPU, enfin des fonctions CPU intensives, et que vous voulez les utiliser de façon asynchrone, il faut les wrapper dans un process pool exécuteur. Et par exemple, autre exemple, si on voulait faire des entrées-sorties, par exemple, avec, je vais le montrer après, des librairies qui sont dédiées pour faire des appels réseau, par exemple, asynchrones, mais si on utilisait
les librairies standards de Python, par exemple, ou la librairie request, par exemple, qui n'est pas asynchrone, elle bloquerait l'exécution. Donc, on pourrait l'exécuter dans un thread pool exécuteur ou un process pool exécuteur. Donc, voilà pour les fonctions coûteuses. Maintenant, pour aussi montrer qu'il y a un inconvénient à que toutes ces fonctions soient asynchrones si elles ne font pas des entrées-sorties asynchrones. Ici, j'ai juste une fonction toute bête qui additionne deux nombres. J'appelle cette fonction 10 millions de fois et je regarde combien de temps ça prend. Donc, ça prend à peu près 600 millisecondes. Alors, je n'utilise pas la fonction timeIt que Fabien a présenté la dernière fois, puisque ça ne fonctionne pas très bien avec les fonctions asynchrones. Donc, j'ai ma propre classe qui fait à peu près la même fin, qui fait une seule exécution, mais qui run combien de temps ça a pris. Donc là, ça prend à peu près 600 millisecondes. Maintenant, j'ai exactement le même, mais en async. Donc, j'ai juste rajouté async-def partout. Et ici, j'appelle 10 millions de fois cette fonction et j'attends à chaque fois qu'elle s'exécute. Et là, ça va être plus long. Ça prend à peu près, c'est quasiment 2 fois plus long, 1,75 fois plus long. Parce que ce n'est pas gratuit d'appeler une fonction synchrone, puisqu'il faut appeler la event loop, scheduler la fonction sur la event loop. Ici, à chaque fois qu'on a un await, ça dit à la event loop, rajoute cette fonction dans ta liste rajoute la futures dans ta liste de futures à regarder si elles ont terminé ou pas. Et la event loop, qui est une boucle while true, elle fait des itérations et à chaque itération, elle se dit est-ce que ça c'est terminé, etc. Donc ça appelle tout un tas d'autres fonctions. Il y a toute une machinerie qui se met en place derrière et ce n'est pas gratuit. Donc async, ça ne rend pas le code magiquement plus rapide. Et si on a du code qui fait des calculs, mais qui ne fait pas des entrées-sorties, ce n'est pas intéressant et on aurait tout intérêt à ce que ces fonctions soient des fonctions synchrones classiques. Alors, pour montrer un exemple de là où on peut gagner vraiment beaucoup de temps, ici, j'ai une fonction… Excuse-moi. Par Ouais. contre, du coup, si tu as une fonction normale de calcul et que tu la mets dans un process pool machin, Ouais. a priori, là, ça va pas, elle va pas te coûter beaucoup plus cher que ce qu'elle doit te coûter. Non. Si cette fonction-là, la fonction do synchrone, je la plaçais dans un process pool, ça coûterait quasiment rien, à part l'overhead de lancer cette fonction sur le process. Mais ça, tu le payes une fois, et si ta fonction est suffisamment longue, c'est négligeable. Ouais. Donc, c'est plutôt ce qu'il faut faire. C'est utiliser des fonctions classiques pour tout ce qui ne fait pas des entrées-sorties. Et si on a un programme asynchrone, donc par exemple un serveur web asynchrone, et qu'on veut dans ce serveur web faire des calculs comme ça, les schedules pour ne pas bloquer tout le serveur web, les scheduler dans un process pool. Ouais. Donc, c'est plutôt ça. Donc ici, j'ai une fonction qui utilise… donc, je dis la librairie HTTPX qui est similaire à la librairie request, sauf qu'elle a une interface asynchrone. Elle a une interface synchrone et asynchrone. Donc ici, là, c'est l'interface synchrone, comme si je faisais request.get. Donc ici, ça récupère des citations de Camelot, d'une API web, et je vais récupérer 5 citations. Donc ça prend à peu près 580 millisecondes, donc on peut le faire plusieurs fois. Et comme c'est synchrone, donc pour que ce soit plus évident, je peux en récupérer plus, ça les récupère une à une. Donc ça fait l'appel réseau, ça récupère la citation, ça refait un appel réseau, etc. 50 fois. Et là, si on en récupère 50, ça prend 5 secondes. Okay, donc c'est un peu long et on pourrait optimiser ça. Donc ici, j'utilise l'interface asynchrone de la fonction de la librairie HTTPX. C'est à peu près la même syntaxe. Ici, on a async with. Donc, with, c'est pour les context managers en Python. Donc, c'est des objets qui ont une méthode enter et une méthode exit. Méthode enter qui est appelée quand on rentre dans le bloc with et exit qui est appelée quand on sort du bloc with. Et async with, c'est pour des objets qui ont une méthode enter et close qui sont asynchrones, qui font par exemple des await dedans. Donc ici, on a créé un client synchrone et on lui dit, pour récupérer une seule citation, on lui dit appelle la méthode getAsynchrone, pose l'exécution, attend que ce soit fini et puis retourne
retourne le résultat. Ensuite, ce qu'on fait pour exécuter ça de façon concurrente, j'appelle ma event loop avec la fonction create task et je lui dis schedule moi 5 fois cette coroutine fetch quote async et enregistre la future qui représente l'exécution courante de la coroutine dans un tableau. Et ensuite, on pourrait faire comme ce que j'ai montré avant avec le process pool, par exemple, on pourrait faire async.io.wait de futures. Le problème, donc on pourrait faire ça, attendre et récupérer le résultat, mais pour vous montrer une autre fonction, on a aussi async.io.asCompleted qui ça retourne un itérateur synchrone bloquant qui va un générateur synchrone bloquant qui retourne dans l'ordre de complétion des coroutines. Donc, dès qu'on a une coroutine qui termine, ça va nous yield le résultat de cette coroutine, etc. Donc, ça nous les retourne dans l'ordre dans lequel elles finissent. Donc, ça nous permet, au fur et à mesure qu'on les récupère, à les afficher. Donc, si j'en récupère 50 de façon asynchrone comme avant, là, ça prend plus que 670 millisecondes. Donc, on est quasiment 10 fois plus rapide qu'avec la version synchrone. Donc là, c'est vraiment un cas où async.io de manière spécifique fonctionne très bien. C'est quand on a des entrées-sorties qui prennent du temps et qu'on a très peu de code Python finalement. Enfin, de code qui fait des calculs intensifs en Python. Voilà, donc finalement, c'est assez simple et j'en reparlerai à la fin, mais en termes de scalabilité, vu qu'une coroutine, c'est géré directement dans un thread Python par une event loop, c'est très léger. C'est beaucoup plus léger que de lancer un thread ou un processus. Et on peut, peut-être que sur un système d'exploitation, une machine récente, on peut lancer des milliers de threads ou des milliers de processus. Mais 1000, c'est l'ordre de grandeur. Ou peut-être 10 000, mais au-dessus, le système d'exploitation va galérer. L'ordre de grandeur des coroutines, c'est plutôt de 10 000 à 100 000. Alors, je ne sais pas si on peut en avoir des millions en Python, mais dans d'autres langages qui ont le même principe, comme Erlang, par exemple, Go, on peut facilement avoir des centaines de milliers de coroutines en parallèle, enfin en concurrence, pardon, sans problème. Donc, c'est beaucoup plus léger puisqu'il n'y a pas, ça ne fait pas intervenir le noyau ni rien. C'est tout géré en Python. Voilà, donc là, on passe de 5 secondes à 600 millisecondes. Maintenant, il y a pas mal d'objets sympas dans les librairies async.io, notamment l'objet sémaphore. Disons qu'on voudrait limiter au maximum. Donc, par exemple, on veut récupérer 50 citations, mais on veut pas en télécharger, par exemple, plus de 10 en parallèle. On peut créer un objet sémaphore, donc ici avec la valeur 10. Et ce que l'objet sémaphore sait, c'est qu'à chaque fois, donc ici, il a un context manager, et à chaque fois qu'on rentre dans cet objet, il décrémente de 1 sa valeur, et quand on sort, il rajoute 1, et quand il atteint 0, il bloque. Donc, soit le compteur à l'intérieur ne vaut pas 0, est supérieur à 0, et ça retourne immédiatement en décrémentant de 1, soit il vaut 0, et ça attend qu'il ne vale plus 0. Donc ici, j'ai la même fonction qu'avant, mais en plus, j'ai wrappé dans un bloc async with sémaphore que je passe en paramètre de la fonction quand je crée ma coroutine. Et ici, alors peut-être si c'était pas assez, je vais mettre moins, je vais mettre 2. Voilà, donc ici, on n'en récupère que 2 à la fois et ça prend plus de temps qu'avant. Donc ça peut être intéressant si on a par exemple, des centaines ou des milliers de fichiers à télécharger, à envoyer, à écrire, etc. Mais qu'on ne veut pas en faire trop en même temps, par exemple pour limiter l'utilisation des ressources réseau, etc. Avec cet objet sémaphore, c'est vraiment très simple. Une autre, j'ai bientôt fini, une autre interface sympa du module async.io, c'est les subprocess. Donc, tout comme en Python, on peut exécuter avec le module subprocess, on peut exécuter un programme externe et puis récupérer ses entrées-sorties. Ici, on peut le faire de manière non bloquante. Donc ici, je crée avec la fonction create subprocess shell, j'appelle un programme, donc ici le programme T. Donc le programme T, c'est un programme sur Linux qui
renvoie sur la sortie standard tout ce qu'il prend dans l'entrée standard. Donc, si j'écris des lignes, il réécrit la même ligne juste après. Pour illustrer le principe, donc ici, j'appelle le programme T et je lui dis, je récupère dans Python son entrée standard et sa sortie standard. Sa sortie standard, je la pipe dans une fonction qui va lire chaque ligne de la sortie standard et l'écrire dans mon process Python. Donc là, je lance mon processus. Donc à ce moment-là, j'ai mon processus qui tourne, sur ma machine ici, mais l'exécution de mon programme Python n'est pas bloquée. Je peux appeler d'autres fonctions en Python, je peux faire ce que je veux. J'ai mon programme qui tourne. Je peux, par exemple, écrire sur la sortie standard. Donc ici, j'appelle Hello World. Et comme c'est un programme qui réécrit sur la sortie standard ce qu'il a eu sur l'entrée standard, ça me raffiche Hello et World. Donc, c'est assez sympa comme interface parce qu'on pourrait lancer des dizaines de programmes sur la machine sans bloquer l'exécution du programme Python et puis de façon complètement asynchrone, leur envoyer des messages et récupérer leurs messages. Quand on a terminé, je peux cancel ma coroutine qui récupère la sortie standard du programme pour la loguer et puis je peux appeler terminate pour tuer mon processus. Et à ce moment-là, il n'existe plus, il est terminé. Donc, le module subprocess. Et puis, un dernier module intéressant, alors il y en a d'autres, mais je mettrai des liens à la fin, c'est les queues. Donc ça, c'est assez similaire aux channels en Go, et même cet exemple, je trouve, est assez similaire finalement à Go. Ici, j'ai une fonction worker. Donc, quand je le crée, je lui donne un nom et une référence vers une file d'attente. Et cette fonction fait une boucle, récupère une valeur dans la file d'attente s'il y en a une. S'il n'y en a pas, elle attend qu'il y en ait une. En l'occurrence, ici, la valeur, c'est juste pour l'exemple, mais c'est un nombre de secondes. Le worker se met en pause pendant ce nombre de secondes. Et puis, il affiche un message pour dire « je me suis mis en pause pendant tant de secondes ». Mais ça, il pourrait faire autre chose. Il pourrait récupérer, par exemple, des URL de fichiers à télécharger des fichiers, etc. Donc là, j'ai un worker. Je crée ma queue. Je crée n workers qui vont... Donc là, j'ai mes workers qui tournent. L'exécution de mon programme Python n'est pas bloquée. Et puis, je peux envoyer des tâches à ces workers. Donc ici, dans ma queue, je vais mettre 1 seconde, 500 millisecondes et 750 millisecondes. Et puis, on peut éventuellement bloquer jusqu'à ce que la queue, toutes les tâches de la file de la queue aient été traitées. C'est optionnel, mais si on veut bloquer l'exécution du programme jusqu'à ce que tout ait été traité, on peut appeler queue.join. Donc ici, je vais mettre dans la queue ces 3 valeurs. Et j'ai bien mes workers qui... donc d'abord le worker 2 qui va attendre 500 millisecondes, ensuite le 1, 1 seconde, puis le 2 qui avait déjà fini, il va prendre la 3e tâche de 750 millisecondes, etc. C'est très similaire à Go. Finalement, dans Go, on aurait quelque chose comme on aurait une queue dans laquelle on écrirait les messages. On veut un channel dans lequel on écrit les messages qu'on veut envoyer aux workers. Et puis, les workers, on les lancerait avec Go worker 1. Au final, pour faire le parallèle avec Go, ici, on a async.io.createTask à la place de la fonction Go. Et puis, on a queue.put à la place de cet opérateur-là en Go. Il y a 2 fonctions. Il y a une fonction put qui retourne... qui est une fonction asynchrone, donc si la queue, on peut lui mettre une taille maximale. On peut dire que je veux qu'il y ait au maximum 10 éléments dedans, et on peut soit attendre qu'elle se vide si elle est pleine, soit appeler la fonction nowait qui retourne une exception si elle est pleine. Voilà, et puis une fois qu'on a fini et qu'on veut tuer nos tâches, on peut faire juste task.noWorker, on fait task.cancel, et nos workers sont terminés. Donc ça, c'est vraiment sympa, parce que ça permet potentiellement de créer des dizaines ou des centaines de workers qui font des tâches, de leur envoyer des tâches. Potentiellement, on peut créer d'autres queues pour qu'ils communiquent entre eux. Et c'est vraiment très simple et très léger en termes de coût. Alors, d'autres choses dont je n'aurai pas le temps de parler, mais que je veux mentionner, donc la PEP Python qui correspond à la syntaxe async await, elle est assez simple à lire, et notamment, dedans, ils expliquent bien
les context managers asynchrones et les itérateurs asynchrones. Comme j'ai dit, un context manager asynchrone, c'est un context manager, mais dont les fonctions enter et exit sont asynchrones. Et un itérateur asynchrone, c'est un itérateur où dans sa fonction iter ou next, il appelle des fonctions asynchrones. En termes de debugging, ce qui est important de faire attention, c'est de ne pas oublier d'appeler await. Par exemple, si je reviens tout au début et que j'ai ma fonction hello asynchrone ici, si j'appelle hello, je peux l'appeler plusieurs fois, le code n'est jamais exécuté. Donc, c'est quasiment toujours une erreur d'appeler une fonction asynchrone sans la scheduler sur une event loop, puisque le code n'est jamais exécuté, il ne se passe rien. Donc, Python, alors c'est par défaut, il me semble, dans Jupyter, il nous met une erreur, il nous dit quand le garbage collector passe et qu'il va récupérer la référence qui correspond à la coroutine, et si elle n'a jamais été schedulée, il va nous dire coroutine was never awaited, puisque c'est quasiment toujours une erreur de ne pas scheduler une coroutine. Ce n'est pas le défaut, il me semble, dans Python. Du coup, il y a une variable donc c'est le défaut dans les Python, mais pas dans Python, il me semble. Donc, il y a une variable d'environnement qu'on peut exporter avant de lancer Python, Python async.io debug égale 1, qui va nous afficher ces messages d'erreur si on ne fait pas await ou loop.createTask, etc. sur une coroutine, si une coroutine n'est jamais schedulée. Il y a également nativement des async.io gère des sockets, donc des sockets qu'on peut, pareil, qui sont non bloquants. Et puis, donc il y a des sémaphores, mais il y a également d'autres primitives, event, lock, etc., qui sont décrits dans la librairie standard. D'autres fonctions modules qui ne font pas partie de la librairie standard. Donc, les fonctions par défaut de Python pour écrire dans des fichiers, open un file, puis file.write, read, elles, c'est des fonctions bloquantes, donc ils vont bloquer la event loop. Il y a un module async.io files, une librairie qui en réalité fait juste wrapper ces fonctions Python dans des thread pool exécuteurs, mais bon, qui de façon transparente permet d'écrire dans des fichiers de façon asynchrone. Il y a tout un tas de drivers pour les bases de données, donc pour ClickHouse, PostgreSQL, MySQL, à peu près pour toutes les bases de données existantes, puisque c'est un cas très courant de faire des serveurs web et puis de vouloir aller chercher des données dans une base de données, mais de façon asynchrone pour ne pas bloquer la event loop du thread courant. Pour créer des API, alors, quelque chose qui est assez populaire en ce moment, c'est FastAPI. C'est un framework pour faire des serveurs web et surtout des API web en Python qui est complètement asynchrone. Et Flask, qui est très populaire aussi, qui ne supportait pas asynchrone jusqu'à présent, mais avec la version 2.0, qui est sortie il y a une semaine, supporte async. La librairie HTTPX que j'ai présentée, qui permet de faire des requêtes web asynchrones. PyTest, par défaut, ne supporte pas async.io, donc on ne peut pas avoir une fonction dans PyTest qui serait async.def myTest, mais il suffit juste d'ajouter le plugin PyTest async.io et automatiquement, il va créer une event loop pour PyTest quand PyTest le lance et ça fonctionne. Et également, il y a d'autres implémentations d'event loop Python pour faire, donc une qui est assez connue apparemment, c'est Trio, que je n'ai jamais utilisé, qui se prétend avoir une meilleure interface que async.io. Bon, à essayer, je ne sais pas vraiment ce qui est mieux ou ce qui est moins bien, mais potentiellement, il y a d'autres. Async.io, ce qui est built-in dans Python, c'est qui n'est pas une librairie, qui n'est pas de la librairie standard, c'est les mots-clés async et await qui créent des coroutines, etc. Mais toutes les fonctions de la event loop, async.io, etc., ça, c'est la librairie standard Python, mais on peut très bien les remplacer complètement par une autre librairie qui, par exemple, ferait manuellement ce que j'ai montré au début, à faire coroutine.send, future.done, attendre, etc. Ça, c'est async.io, c'est une des implémentations d'une event loop et des librairies associées, des modules associés en Python, qui est fourni avec Python, mais on pourrait très bien en imaginer d'autres. Pour résumer, en termes de Moi, j'avais une question sur ton slide précédent. Imaginons par exemple que je veuille télécharger des citations de Kaamelott et que je veuille les écrire dans un fichier, mais en fait je m'en fous de l'ordre et donc a priori je veux les écrire juste dans l'ordre où j'arrive à les télécharger. Donc là, a priori, pour faire ça, il me faudrait AIO files, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que si, par exemple, j'utilisais
disons que je reprends mon exemple ici, que dans ma fonction, au lieu de return, par exemple, la citation, je voulais l'écrire dans un fichier et que j'utilisais l'interface standard de Python, return file, .txt, enfin bon, etc. Et que je faisais, il manque le f.write, quote, etc. Alors, je pense que si je faisais ça ici, vu que vu que le stockage sur une machine récente avec un SSD, il est très rapide et tout, ce serait à peu près transparent. On ne verrait pas une grosse différence de temps. Mais disons qu'on ait un disque très lent ou que la citation fait des gigaoctets, et ben là, ce serait bloquant pour la fonction asynchrone. Donc, on n'aurait plus le bénéfice de l'exécution concurrente. Donc, il faudrait effectivement faire plutôt aiofiles.open, quelque chose, async with, un truc comme ça. Voilà, donc c'est un peu ce danger, c'est que c'est facile de bloquer la event loop. En fait, si on fait juste du code web, par exemple, typique le use case server web qui va chercher dans une base de données, on ne peut pas se tromper. Mais quand on a, par exemple, quand on a du code qui à la fois fait des appels réseau, mais en réponse à ces appels réseau, va faire des calculs en Python, etc., il faut faire attention à ne pas bloquer la event loop sans s'en rendre compte. Voilà. Alors, juste pour résumer le vocabulaire, donc, les objets qu'on peut utiliser avec l'expression, le mot-clé await en Python, c'est ce qui s'appelle des awaitables. Donc, il y en a 3, c'est les coroutines, les futures et les tasks. Une coroutine, donc, comme on l'a vu, c'est une fonction qui peut être mise en pause et reprise à un endroit spécifique dans le temps, qui est l'endroit où on appelle await. Une future, c'est un objet qui représente un calcul, une entrée-sortie, enfin peu importe, qui est en train de se passer et qui nous dit si ce truc-là est terminé ou pas et sur lequel on peut récupérer son résultat si c'est terminé. Et puis une tâche, c'est une sorte de sous-classe de future, mais qui représente une coroutine. Et notamment, une future, elle n'a pas de méthode cancel. On ne peut pas cancel une future. On peut ignorer son résultat si on veut, mais on ne peut pas le cancel. Par contre, une task, c'est une future, mais avec une méthode cancel qui va cancel l'exécution de la coroutine. L'event loop, c'est la boucle while true, en gros, qui schedule les coroutines et qui attend l'exécution, la termination, la fin des futures, etc. Un exécuteur, alors, il y a des thread pool exécuteurs, des process pool exécuteurs, mais c'est une interface abstraite Python. Enfin, on pourrait définir n'importe quel exécuteur. En tout cas, c'est quelque chose, une classe qui prend une fonction qui prend en paramètre une fonction synchrone et qui retourne une future qui représente l'exécution de cette fonction ailleurs, dans un thread, dans un process, dans un endroit quelconque, mais ça ne bloque pas l'exécution de l'event loop. Et dernière chose, j'ai repris ce tableau d'une présentation qui n'est pas trop mal à la PyCon, Asynchronous Python for the Complete Beginner, où au final, la conclusion, c'est de dire async, c'est une autre façon de faire de la concurrence / du parallélisme en Python à la place des process et des threads, mais il y a des trade-offs. Notamment, la event loop, elle fonctionne dans un seul thread d'un seul process Python, donc c'est bien si on a des entrées-sorties, donc des choses qui n'utilisent pas le CPU, mais si on veut faire du calcul scientifique ou autre, comme on l'a vu, ça va bloquer la event loop, donc ce n'est pas forcément adapté. Pour les threads, il dit que les threads n'utilisent pas tous les cœurs Python, donc c'est lié à la Global Interpreter Lock. Si on a du code pur Python, au final, on va pas avoir d'exécution parallèle des threads, alors que les process, on peut. Le problème, c'est qu'un process, c'est très coûteux parce c'est un autre interpréteur Python, une copie de l'interpréteur Python, donc ça fait des centaines de mégaoctets en mémoire, une copie du programme, donc c'est assez coûteux. Un thread, et puis aussi les communications entre les processus sont très lentes parce qu'il faut sérialiser toutes les données, etc. Les threads peuvent se partager de la mémoire, donc c'est moins coûteux. Il y a moins de choses qui sont copiées en mémoire, mais toujours pareil, les threads, ils vont être schedulés par le scheduler du système d'exploitation. Et le scheduler du système d'exploitation, il est assez complexe et il peut gérer des milliers de processus, mais pas forcément 1000 et 10 000, peut-être, j'en sais rien, mais pas beaucoup plus. Alors que async, c'est plus scalable dans le sens où c'est très léger, ça ne fait pas intervenir le système d'exploitation. Notamment, le problème du scheduler du système d'exploitation avec les threads ou les process, c'est que toutes les X millisecondes, il interrompt un process. Donc, ça veut dire qu'il doit sauvegarder tout le contexte d'exécution de ce processus sur le CPU, l'état des registres, les pointeurs vers la mémoire, etc., remplacé par le nouveau processus, etc., et faire ça plusieurs centaines de fois par seconde. Donc, c'est très coûteux. Il n'y a pas tout ça avec async, puisque il y a
du point de vue du système d'exploitation, il n'y a qu'un seul processus /thread qui s'exécute. Par contre, on ne peut pas appeler des fonctions bloquantes au risque, comme on a déjà dit plusieurs fois, de bloquer la event loop. Et voilà, puis il n'y a pas de problème avec la Global Interpreter Lock, c'est surtout un problème pour les threads. Donc voilà, c'est bien pour tout ce qui fait c'est bien pour tous les programmes qui passent du temps à attendre le résultat d'un calcul externe. Mais pour des programmes qui font le calcul sur le CPU lui-même, autant utiliser des process ou des threads. Voilà, et quelques références vers d'autres liens, notamment A Tale of Event Loops, qui est quelqu'un sur GitHub qui implémente une event loops à la main, donc en faisant un while true qui récupère le résultat des coroutines, etc. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est intéressant. Voilà, si vous avez des questions. Alors, il y a eu plusieurs questions pendant la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant? Tout était d'une parfaite clarté. Ok, bon j'espère que ça vous a donné l'intuition déjà et quelques pointeurs, quoi. Ouais, c'est cool. Après, moi, c'est vrai qu'effectivement, en fait, je pensais à un truc que j'ai fait qui en gros récupère des statistiques sur des jeux de société, mais qui est un truc privé, quoi, qui n'est pas un truc de boulot. Avec du scraping et puis qui ensuite compile tout ça, fait des statistiques, etc. Donc là, pour le coup, ça pourrait me servir. Après, pour le boulot, j'ai pas encore de cas. C'est sûr que nous, on est un peu entre les deux parce qu'on a à la fois du code qui fait beaucoup de calculs et ça ne se prête pas du tout à async. Et d'ailleurs, j'ai montré cette partie overhead parce qu'à un moment, on avait mis async partout. Et en fait, il y avait des fonctions, on avait juste des fonctions qui faisaient un calcul, puis c'était un itérateur qui renvoyait des milliers de valeurs. Et on avait peut-être 30% d'itérations par seconde en moins, mais parce que juste l'overhead d'avoir une fonction async. Mais à l'inverse, on a aussi un sorte de serveur web qui récupère des requêtes pour exécuter des tâches, etc. Et ça, d'utiliser async, ça nous simplifie bien. Donc ouais, je suis d'accord, c'est peut-être que dans le communauté, dans le métier scientifique, c'est très orienté web, j'ai l'impression, les applications, peut-être moins telles que le scientifique. Après, ceci dit, parmi nous, et notamment au Lynx, il y a quand même effectivement beaucoup de gens, ne serait-ce que qui font du scraping, par exemple. Ouais. Et là, tu peux gagner. Juste par exemple, si tu fais ton scraping avec request, tu remplaces request par HTTPX. Ou alors, si tu utilises un autre truc qui est synchrone, genre un Scrappy ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que j'utilise carrément Selenium comme un Ok, tu peux mettre ton Selenium dans un. Alors pour le coup, Selenium, tu pourrais sûrement le mettre dans un thread pool exécuteur parce que je ne pense pas qu'il bloque l'interpréteur Python. Il doit juste faire des appels, lui, à Chrome ou Firefox. Donc là, tu peux gagner pas mal. Ouais.